Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur RTI 1. Voici les titres de ce 20h. Le Conseil des ministres de ce mercredi a planché sur les grèves récurrentes dans la fonction publique, un an après la signature de la trêve sociale. Le gouvernement déplore la résurgence des revendications sociales. Il s'agit notamment des secteurs de la santé, des ressources animales et de l'administration territoriale. Demain jeudi, le Premier ministre ivoirien va officiellement lancer les travaux de l'autoroute Thiébissou-Boaké. L'entreprise en charge de la réalisation de cet ouvrage long de 95 km est déjà implantée sur place et elle dispose de 36 mois pour boucler les travaux. Depuis le 1er novembre dernier, les opérations de dédouanement au corridor de Noé tournent au ralenti. Plus de 152 camions chargés de marchandises sont abandonnés par des opérateurs économiques qui grognent contre les procédures de dédouanement. Un blocage qui a déjà coûté à ce jour 1,5 milliard de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Et puis à quelques jours de la 24e conférence des Nations Unies sur le climat, le Brésil renonce à accueillir la COP25 de 2019. Avant même son élection à la tête du pays, le président Jair Bolsonaro remettait en cause l'accord de Paris sur le climat. Bienvenue et merci de nous suivre. Conseil des ministres ce mercredi 28 novembre. Entre autres sujets abordés, les grèves récurrentes dans la fonction publique. Le gouvernement déplore la résurgence des revendications après la signature de la trêve sociale. Awa Touré nous propose le point des mesures arrêtées. L'enregistrement de toutes les naissances inscrit au rang des priorités du gouvernement quand on sait que 35% des enfants de moins de 5 ans ne sont pas déclarés à l'état civil. Le Conseil des ministres ce mercredi 28 novembre a ainsi décidé de la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'état civil et de l'identification. La stratégie nationale de l'état civil et de l'identification vise à mettre en place un système de collecte et d'enregistrement de l'ensemble des événements d'état civil sur tout le territoire national à travers tous les centres de santé ainsi que dans les consulats et les représentations diplomatiques. Ce système permettra de générer automatiquement un numéro unique d'identification, non seulement pour chaque Ivoirien vivant sur le territoire national ou à l'extérieur, mais également pour les non-ivoiriens résidents ou de passage en Côte d'Ivoire. Le gouvernement a également fait le point sur la situation des revendications sociales dans le secteur public. Le gouvernement, dans le souci d'améliorer les conditions de vie des fonctionnaires, a procédé au déblocage des salaires depuis 2014 et a pris la décision de payer à 100% les mesures actées qui étaient partiellement payées depuis 2009. À ce jour, toutes les évaluations du processus sont relevées et saluer les efforts fournis par le gouvernement relativement au respect de ses engagements estimés à 200,8 milliards de francs CFA par an. Bien qu'ayant bénéficié de tous ces acquis du protocole d'accord portant trêve sociale, notamment le paiement du stock des arriérés, la bonification indiciaire, certains syndicalistes entendent remettre en cause les clauses de la dite trêve dans laquelle ils se sont engagés de façon claire et sans ambiguïté. Devant cette situation, sans toutefois rompre la voie du dialogue, le Conseil a arrêté les mesures suivantes. 1. Le rejet catégorique de toutes les revendications à caractère financier pouvant impacter le budget de l'État. 2. L'application des dispositions légales et réglementaires et suspension du bénéfice des acquis de la trêve sociale pour tous les secteurs dont les syndicats d'agents ne respectent pas leurs engagements. Dans le cadre de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la nouvelle politique de propreté de la ville d'Abidjan, bientôt lancée. Depuis le début du mois de novembre, le Centre de valorisation et d'enfouissement technique de Kosciuin reçoit environ 30% de l'ensemble des déchets produits sur le territoire du district d'Abidjan et ce centre sera complètement ouvert à la date de la fermeture officielle de la décharge publique d'Akwedo. Prévu pour démarrer le 15 décembre 2018, le jour de la cérémonie officielle de lancement de la politique nationale de la propriété dans l'agglomération
d'Abidjan, le processus de fermeture de la décharge publique d'Akwedo donnera naissance à un grand parc urbain de plus de 150 hectares. Face à la chute continue des cours mondiaux de l'EVA depuis 2012, des mesures d'appui à l'amélioration des performances de cette filière ont été prises. L'appui à l'accroissement par les opérateurs eux-mêmes de la capacité nationale d'usinage en vue d'absorber toute la production locale. Cet appui se fera à travers des conventions spécifiques d'investissement avec l'État, prenant en compte l'octroi de crédits d'impôt sur une période maximale de 5 années. La prorogation de l'arrêté portant conditions d'exportation des fonds de tasse, l'appui à la mise en place d'un collège des producteurs en vue de la constitution de l'interprofession EVA. Le Conseil des ministres a par ailleurs adopté un projet de loi portant régime juridique de la communication publicitaire. Il s'agit ici d'encadrer le contenu et les messages publicitaires à travers la mise en place d'un cadre global et unique de régulation du secteur de la publicité. Autoroute Thiébissou-Boaké, 95 km à réaliser en 36 mois. Le chantier est ouvert avec l'implantation de l'entreprise en charge de la réalisation de l'ouvrage. Demain jeudi, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly va procéder officiellement au lancement des travaux. Léon Brou. National A3, route d'Abidjan au pays de l'Interland. Le tronçon Thiébissou-Boaké, 65 km, maintes fois réhabilité, mais toujours dégradé. Il y a assez de trous. Il faut qu'on fasse attention en roulant. On ne peut pas faire une certaine vitesse aussi. Chaque fois, il y a accident. Et ce n'est pas ici seulement. Ce mauvais état de la route, pas seulement une peine pour les usagers. C'est un frein à l'économie nationale et sous-régionale. Tout le trafic qui part d'Abidjan, par exemple, pour le nord de la Côte d'Ivoire, ça passe par Thiébissou-Boaké. C'est la colonne vertébrale de la Côte d'Ivoire. Si cette route-là est bloquée, le port ne sera pas compétitif. Que l'État utilise plutôt de l'argile, mélangé du gravier, et puis bien bétonner ça. On pense que ça va tenir par rapport au goudron qui est utilisé là. Côté gouvernement, solution pérenne. Réhabilitation complète du tronçon Thiébissou-Boaké dans le cadre du nivellement de la nationale A3. Cerise sur le gâteau, prolongement de l'autoroute de Thiébissou à Boaké. Toutes les agglomérations déviées par l'autoroute, inquiétude pour certains riverains, pour d'autres, aucun inconvénient. On ne va pas gagner client pour payer marchandises qu'on vend. Moi, personnellement, ça m'arrange. Puisque mon village se trouve près de l'autoroute. Toutes les grandes villes vont y atterrir par des échangeurs. À Boaké, ce bitume additionnel et les dizaines de kilomètres déjà offerts par le président Alassane Ouattara sonnent l'émergence. La route fait le développement d'un pays. La route fait que le transporteur aussi il devient un vrai transporteur. On est très content. J'ai déjà même appelé tout Bémi, Sakassou, Kachola, Dabakala. J'ai appelé tous les transporteurs demain pour une mobilisation totale. Jeudi 29 novembre 2018, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly lance à Boaké les travaux de l'autoroute Thiébissou-Boaké. 95 km à réaliser en 36 mois pour 158 milliards de francs CFA d'investissement. Et cette route nous conduit au Burkina Faso. Pour la toute première édition, la Côte d'Ivoire est à l'honneur au salon de l'élevage de Ouagadougou. La présence ivoirienne s'inscrit dans le cadre de la contribution à la promotion de l'élevage et aussi à la valorisation des produits animaux et halieutiques. Cela à travers la création d'une plateforme de rencontres et d'échanges entre les acteurs de ce secteur stratégique. Jean-Luc Bangbo. C'est une autre illustration de la belle coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Le parrainage par le ministre ivoirien des Ressources animales et halieutiques de la première édition du Salon de l'élevage en terre burkinabé. Une participation ivoirienne qui vient rappeler notamment la vitalité des échanges entre les deux pays en matière de produits d'élevage. Ce sont plus de 86 000 têtes de bovins et 166 000 têtes de petits ruminants qui sont partis du Burkina Faso pour la Côte d'Ivoire. Les échanges portent également sur la volaille traditionnelle pour environ 60 000 têtes en 2015, avant bien sûr
la survenue de la grippe aviaire hautement pathogène dans la sous-région. Place des productions animales et halieutiques dans le développement des bases productives et de compétitivité de l'économie nationale. Tel est le thème du Sabel 2018. Un thème qui confirme l'ambition de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso d'améliorer la qualité des produits de l'élevage, mais surtout de les rendre compétitifs dans un environnement contrôlé par l'importation de viande et autres produits animaux extra-africains. Il y a un effort qui a été fait dans le domaine de transport des animaux où avant il y avait beaucoup de barrages. Ces barrages pratiquement n'existent plus et tous les faux frais ont été supprimés pour ne pas alourdir vraiment le travail de ceux qui viennent nous aider dans le domaine de la commercialisation du bétail. Il est important que ces secteurs qui valorisent et l'emploi, qui valorisent et également l'amélioration des conditions de vie soient un secteur qui soit valorisé. Ce salon qui referme ses portes le 1er décembre prochain veut formuler des réponses adaptées aux défis qui se présentent en Afrique en matière d'élevage et d'halieutique. La Côte d'Ivoire y partagera sa riche expérience dans le domaine de la pisciculture. La Côte d'Ivoire encore à l'honneur. Le président de la Cour des comptes de Côte d'Ivoire, Kanvali Diomandé, vient d'être élu à la présidence de l'Association des institutions supérieures de contrôle des finances publiques ayant en commun l'usage du français, et cela pour un mandat de 3 ans. L'Assemblée générale de l'organisation s'est tenue à Niamey au Niger. Créée en 1994, cette association a pour objectif de favoriser dans les États membres les bonnes pratiques de gouvernance des finances publiques. Elle compte à ce jour une 40aine de pays membres. Ici, en Côte d'Ivoire, un accord de financement a été signé entre le Fonds de développement des infrastructures industrielles et des partenaires bancaires locaux. Ce prêt d'un montant de 83,5 milliards de francs CFA va permettre de poursuivre le développement des zones industrielles afin d'attirer plus d'investisseurs privés. Nadia Edja et Jean-Jacques Kwame. 83,5 milliards de francs CFA, c'est le montant octroyé par ce consortium de banques locales au Fonds de développement des infrastructures industrielles FODI. Ce prêt permettra d'engager d'importants travaux pour des terrains industriels disponibles et des zones plus modernes. La résolution de l'équation entre l'offre et la demande de terrains industriels exige du FODI une constante recherche des ressources financières additionnelles. Le FODI a mobilisé depuis 2015 les ressources de redevances à hauteur de 45 milliards de francs CFA. Le taux de collecte de cette redevance est passé de 65% en 2015 à 90% à ce jour. Pour les partenaires financiers, il s'agit de contribuer au financement du secteur privé en Côte d'Ivoire. Cette mobilisation traduit notre volonté manifeste d'accompagner le gouvernement ivoirien dans la réalisation de l'ambitieux objectif de compter parmi les pays émergents à l'horizon 2020. La part du secteur privé est passée de 60% dans le PND 2012-2015 à 62,5% dans celui de 2016 à 2020. Devant cet engagement de l'État, le ministre de l'Industrie a invité les acteurs des zones à s'acquitter de leurs redevances pour faciliter l'accès au financement du FODI. Ce financement apporte une solution concrète à la problématique de financement du programme de développement des zones industrielles, dont la première phase est évaluée à environ 200 milliards de francs CFA. Je lance donc un appel fort aux opérateurs industriels afin qu'ils s'acquittent convenablement de leurs redevances, afin de créer un effet de levier pour la mobilisation des financements nécessaires au développement et à la modernisation des zones industrielles répondant aux aspirations des opérateurs économiques tant nationaux qu'internationaux. En 2015, le FODI a pu obtenir 50 milliards de francs CFA des banques commerciales locales. Ce fonds a permis essentiellement de réhabiliter la zone industrielle de Yopougon et d'aménager 62 hectares à Akupé-Sedji. Depuis le 1er novembre dernier, les opérations de dédouanement au corridor de Noé tournent au ralenti. Plus de 152 camions chargés de marchandises sont abandonnés le long du bitume à cette frontière douanière. Quelles sont les raisons de cette grogne des opérateurs économiques? Quelle solution pour ce bras de fer entre douaniers et commerçants qui a déjà coûté 1,5 milliard de francs CFA à la Côte d'Ivoire?
Lansine Bakayoko. À la fin de la crise post-électorale et en raison du manque d'infrastructures dans les bureaux frontières, les douanes ivoiriennes avaient autorisé, à la demande des opérateurs économiques, une évaluation au forfait selon la taille des véhicules et la nature des marchandises passant par les bureaux frontières. Une mesure que les douanes ont décidé d'annuler depuis le 1er novembre, non seulement pour régulariser les procédures, mais surtout pour sécuriser les recettes. Une décision précipitée et unilatérale aux conséquences désastreuses selon les commerçants. Un accord depuis 2011. Subitement, vous nous appelez dans le mois de juillet pour dire que bon, voilà, on va mettre fin à ça. Le nouveau tarif, les gens ne peuvent pas. Résultat, plus de 152 camions remplis de marchandises abandonnés au corridor de Noé. Selon les propriétaires, l'évaluation des frais de dédouanement à partir de la valeur transactionnelle que la douane veut remettre en selle entraînerait également une augmentation des droits et taxes non prévus par les opérateurs économiques lorsqu'ils passaient les commandes. Rien que du dilatoire, loin de la vérité. Les différents acteurs ont été bel et bien informés. Il s'agit juste d'un problème de civil fiscal. Des opérateurs qui refusent de se soumettre à la loi fiscale, à la loi douanière, et qui refusent que les marchandises soient dédouanées suivant la valeur dite transactionnelle. La méthode de la valeur transactionnelle est le mode d'évaluation qui prend en compte le prix effectivement payé ou qui sera payé et qui est consigné en général sur la facture d'achat sous réserve que ce prix ne soit pas contestable. Un dispositif appliqué à double vitesse au dire des commerçants. Pendant que Noé est bloqué, mais d'autres frontières, les marchandises passent. Comme Takikoro, comme Niablé. Il ne faut pas faire 2 poids 2 mesures. C'est pour ça qu'il y a un blocage. Sur ce point, l'administration douanière assure que c'est tout le territoire douanier qui est concerné par la réglementation en vigueur. Qu'ils acceptent de venir dédouaner les marchandises suivant la valeur transactionnelle, laquelle valeur transactionnelle s'applique aux opérateurs qui passent par le port d'Abidjan, laquelle valeur transactionnelle s'applique aux opérateurs qui passent par l'aéroport d'Abidjan, laquelle valeur transactionnelle désormais s'appliquera à tout opérateur qui se présentera à un bureau de douane ivoirien, que ce soit Noé, que ce soit Takikoro, Niablé, Ouangolo, Pogo, Sipilou, partout où un opérateur économique se présentera au bureau des douanes, il se verra appliquer la valeur dite transactionnelle. Pour rappel, l'objectif annuel assigné au bureau de douane de Noé est de 26,6 milliards de francs CFA. Pour ce mois de novembre, ce sont 2 milliards de francs CFA de recettes qui sont attendus. Malheureusement, au 25 novembre, ce sont seulement 400 millions qui ont été mobilisés, soit un manque à gagner de 1,5 milliard de francs CFA. Une réunion régionale sur la situation des réfugiés ivoiriens issus de la crise post-électorale s'est ouverte à Abidjan ce mercredi. Le ministère des Affaires étrangères et le HCR recherchent des stratégies incitatives de rapatriement. Plusieurs représentants des pays de la sous-région prennent part aux travaux de réflexion qui devront permettre de dresser une feuille de route dynamique pour le retour d'environ 23 000 réfugiés ivoiriens. Un incendie meurtrier a fait le 21 novembre dernier 8 morts dans la commune de Yopougon. Au nom du gouvernement et de toute la nation ivoirienne, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté a rendu une visite de soutien et de compassion aujourd'hui à la famille endeuillée. Moustapha Diaby et Serge Koléa. Le jeudi 22 novembre 2018, date de triste mémoire pour la famille Togouédou. 8 membres ont péri dans l'incendie de leur habitation située à Yopougon-Trois-Rouges. Ce drame a soulevé une vive émotion au sein des populations. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Maria Toukouné, est venue exprimer la compassion du gouvernement. Au nom donc du président de la République, au nom du Premier ministre, nous sommes venus apporter la compassion de la nation entière à cette famille endeuillée. Le président de la République m'a chargé de remettre symboliquement la somme de 5 500 000 francs. 5 millions pour la famille endeuillée, pour l'aider dans la prise en charge
des frais funéraires et 500 000 francs aux voisins, à la cité, parce qu'ils vivent en communauté. Cet élan de solidarité des autorités ivoiriennes a été salué par le porte-parole de la famille Togbouedou. Mais nous ne faisons que remercier Monsieur le Président de la République, remercier le vice-président, le Premier ministre et tout le gouvernement à travers ce geste d'aide et de promptitude. Une semaine après la tragédie, la douleur reste vive. 8 morts, dont 4 filles décédées dans des conditions atroces. La société de gestion des stocks pétroliers de Côte d'Ivoire, Gestoci, a procédé ce mercredi à un exercice incendie avec activation de son plan d'opération interne. Cet exercice s'est déroulé au terminal pétrolier Abidjan-Vridi. Il a eu pour objectif de tester l'efficacité de l'organisation de cette société, sa réactivité face à un sinistre de grande ampleur et les moyens et matériels de lutte contre l'incendie. À terme, le directeur général a rassuré les populations quant à la qualité du dispositif mis en œuvre. L'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire partage son expérience des pratiques innovantes dans la gestion des collectivités locales. C'était lors du 8e sommet des Africités qui a aussi enregistré la participation d'experts d'Afrique centrale et australe. Direction maintenant la France, le lycée Louis-le-Grand et l'école polytechnique Paris ont accueilli 4 jeunes Ivoiriens à l'issue d'un concours international. Le ministre ivoirien de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique est allé s'inspirer des modèles de réussite de ces 2 établissements français d'excellence. Marie Langorin. Paris, dans le 5e arrondissement. Le lycée Louis-le-Grand, établissement public d'enseignement secondaire et supérieur d'excellence, accueille une délégation venue de la Côte d'Ivoire. Louis-le-Grand, lycée d'excellence, a formé des élites françaises. On n'entre pas à Louis-le-Grand pour son nom, mais y passer peut contribuer à s'en faire un. Molière, Voltaire, Hugo, des écrivains célèbres sont des anciens du lycée. De même Pompidou, Giscard d'Estaing, Jacques Chirac, anciens présidents de la République française, sont issus des classes de Louis-le-Grand. Ce lycée est un partenariat avec l'INPHB de Yamoussoukro qui vise aussi l'excellence dans sa pédagogie. Cette collaboration avec l'INPHB permettra, entre autres, de rehausser le niveau des enseignements dans les classes préparatoires et aux élèves d'être mieux outillés pour aborder les concours internationaux. Grâce aux cours préparatoires, de nombreux Ivoiriens réussissent chaque année au concours de Polytechnique, l'un des plus sélectifs de France. L'INPHB y participe pour la 3e année consécutive. L'école polytechnique est partenaire avec l'Institut Polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Nous avons déjà une quinzaine d'étudiants venant de Côte d'Ivoire et nous voulons continuer à renforcer l'attractivité que nous avons et le flux d'étudiants qui peuvent venir suivre le cycle polytechnicien. J'ai décidé de faire la thèse après mon master et de rentrer en Côte d'Ivoire pour aider mon pays à s'inscrire dans cette politique énergétique durable. Le succès frappe toujours à la porte des étudiants qui travaillent avec dévouement, abnégation et ardeur au travail. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique appelle donc le corps enseignant et tous les étudiants à viser l'excellence. Ça ira dans le sens de la mobilité des enseignants et des chercheurs, mais aussi des étudiants. La recherche sera renforcée, l'État, leurs familles continuent de faire leur part, à eux aussi de prendre très au sérieux ce qu'ils ont à faire parce qu'ils ont de la place à occuper dans le développement de l'académie. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique promet d'améliorer les conditions de travail des enseignants et des étudiants pour un meilleur rendement. Entre autres actions à mener, le renforcement de la capacité d'accueil des étudiants et l'équipement des universités et grandes écoles. Deuxième jour du salon de la géomatique ici en Côte d'Ivoire. Une rencontre qui porte sur les outils de résilience face au changement climatique. Et selon les experts du domaine, il devient urgent d'intégrer les équipements technologiques dans la lutte contre le changement climatique. Grâce Kando. Cet équipement est un drone conçu pour la cartographie et l'agriculture. Il permet de survoler des milliers d'hectares, détecte et donne des informations
sur les éventuelles anomalies au niveau de la production. Ces drones peuvent nous permettre aujourd'hui d'aider les firmes agricoles à faire donc, tout ce qui est évaluation au niveau de leur plantation. Et supposons que vous avez dans une plantation une inondation, on peut de façon rapide lancer un drone agricole pour pouvoir faire une prise de vue et détecter de façon précise les endroits sinistrés. La 4e édition du Salon international de la géomatique est aussi le lieu pour les exposants de présenter des outils et équipements technologiques permettant de lutter efficacement contre les changements climatiques à travers la maîtrise des données. Ces équipements servent entre autres à combattre les feux de brousse, le gaspillage des ressources en eau et en agriculture, la sauvegarde de l'environnement et des forêts. Avec la télédétection, les imageries satellitaires disponibles que nous avons pu mettre sur pied grâce à ceux qui réalisent ce salon, c'est le CNTIG et un appui de l'AFD, pour pouvoir mettre à disposition de tous les utilisateurs de la Côte d'Ivoire un outil capable de pouvoir donner des informations sur l'état de la couverture forestière. Des expositions qui séduisent des étudiants venus s'imprégner de ces technologies. Nous avons visité quelques stands, nous avons vu un peu le fonctionnement de quelques appareils. Je pense que cela m'est profitable puisque demain je suis amené à exercer dans le domaine. Le Salon international de la géomatique accueille plus de 1000 visiteurs et 30 exposants. La lutte contre le changement climatique va réunir dans quelques jours le monde entier en Pologne pour la 24e conférence des Nations Unies sur le climat. Le Brésil a, lui, renoncé à accueillir la COP25 de 2019 avant l'élection qui a porté Jair Bolsonaro à la tête du pays en octobre. Il s'était battu pour devenir hôte de l'événement, mais avant même son élection, le nouveau président avait déjà remis en question l'accord de Paris sur le climat. Il s'agit maintenant de trouver un nouveau pays pour accueillir la rencontre de 2019. L'actualité internationale de ce 28 novembre nous amène également à Madagascar, au Nicaragua et au Gabon, où le président Ali Bongo Ondimba, malade depuis quelques semaines, part poursuivre sa convalescence au Maroc. Ahmed Traoré et Abdoulaye Koné. Au Gabon, après des semaines d'incertitude, le président Bongo va mieux et va poursuivre sa convalescence à Rabat à partir de ce mercredi 28 novembre, affirme son épouse dans un communiqué. Selon la première dame, ce transfert vers le Maroc a été rendu possible grâce à l'amélioration très significative de l'état de santé du président. La présidence gabonaise garde toujours un mystère sur la cause exacte de la maladie d'Ali Bongo. Le gouvernement, de son côté, a affirmé que la convalescence au Maroc sera de courte durée, car le chef de l'État reprendra très rapidement le travail. À Madagascar, un second tour devra départager le mois prochain les deux anciens présidents malgaches, André Rajoelina et Marc Ravalomanana. Ces deux candidats sont arrivés en tête du premier tour de la présidentielle, selon les résultats définitifs proclamés ce mercredi par la Haute Cour constitutionnelle. Aucun des 36 candidats en liste le 7 novembre dernier n'a obtenu les 50% des voix requis pour être élu dès le premier tour. André Rajoelina est arrivé en tête avec 39% des suffrages devant Marc Ravalomanana, 35%. Les deux hommes se retrouveront pour un second tour le 19 décembre prochain. Les États-Unis d'Amérique ont annoncé de nouvelles sanctions économiques contre Rosario Murillo, épouse du président du Nicaragua, par ailleurs vice-présidente du pays. Et pour cause, une grande partie du peuple réclame le départ du président Ortega, jugé autoritaire et corrompu. Les manifestations dans le pays ont fait plus de 320 morts. Ces sanctions économiques semblent être un levier efficace contre le couple présidentiel qui reste sourd aux pressions politiques. En sport football pour terminer, demi-finale de la CAN féminine, le Nigeria et l'Afrique du Sud ont obtenu leur ticket pour la phase finale de cette 13e CAN féminine de football. Elle se déroule au Ghana. Patrick Dadier et Samuel Medj. La première demi-finale à Accra Sport Stadium a vu la victoire des Super Falcons du Nigeria,
qui, après un score vierge au temps réglementaire, se sont imposés lors des épreuves fatidiques des tirs au but 4-2. Durant la rencontre, les Nigérianes ont essuyé les assauts des Camerounaises sans pour autant rompre. Le Nigeria, en 12 confrontations officielles, bat le Cameroun pour la 11e fois. La seconde demi-finale, mettant aux prises Banyana Bana d'Afrique du Sud aux Aiglones du Mali, a tourné à l'avantage des Sud-Africaines 2-0 malgré la détermination de la sélection malienne. 31e minute, Gatana va ouvrir le score. Un score qui est par la suite corsé en toute fin de partie par Ramalej pour l'Afrique du Sud. Les Banyana Bana et les Super Falcons se retrouvent samedi pour la grande attraction quand le Mali et le Cameroun s'expliqueront lors de la petite finale. Merci de suivre RTI 1. Retrouvez Marine Cognan pour le journal de 23h. Et moi, je vous dis à demain, 20h.